Salut tout le monde, la semaine dernière, Poco a annoncé les Poco F5 et Poco F5 Pro, des téléphones milieu de gamme qui souhaitent proposer des performances se rapprochant du haut de gamme en gardant un prix contenu. Aujourd'hui je vous parle du F5 et on va voir si le pari est tenu. Pour l'unboxing c'est du classique pour Poco, on retrouve le nom en jaune et la boîte en noir. J'ai ici le modèle 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage. A l'intérieur on retrouve de la documentation, l'outil éjecteur de carte SIM et une coque en plastique souple pour le protéger dès sa réception. On a ensuite un câble USB vers USB-C et un chargeur de 67 watts. Comme vous le voyez, j'ai ici le modèle noir, mais il existe aussi en blanc et en bleu. Le modèle noir a un léger effet carbone sur son dos, j'espère que ça se verra à la caméra, mais ça se voit plus ou moins en fonction de l'angle de vue. On retrouve ça aussi autour des capteurs photo, qui sont dans le coin supérieur gauche, un grand angle, un ultra grand angle et un capteur macro. Le téléphone fait 7,9 mm pour un poids de 181 grammes, il est IP53 et donc protégé contre les éclaboussures. Sur le dessus, on retrouve un port jack, un haut-parleur, un micro et un émetteur infrarouge. Sur le côté droit, les boutons volume et power avec le lecteur d'empreintes intégré. Sur le dessous, le port dual SIM 5G, un micro, un port USB-C et un second haut-parleur pour la stéréo. Le design reste assez classique avec cette couleur noire, il faudra plutôt se tourner sur les autres couleurs si on veut quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, notamment la couleur blanche avec son effet texturé, sinon il reste agréable à prendre en main. On a de la stéréo, un port jack pour ceux qui aiment, je sais que certains y sont très attachés, et un autre point qui est souvent plaît davantage, c'est le fait d'avoir un écran plat plutôt qu'un écran incurvé. Celui-ci mesure 6 pouces 67, c'est un écran Flow AMOLED avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz et une luminosité allant jusqu'à 1000 nits pour l'utiliser en plein soleil. Il est aussi Dolby Vision, HDR10+, et protégé par du Corning Gorilla Glass 5. Comme on en a l'habitude, on peut modifier la partie couleur avec 3 modes existants, intense, saturé ou standard, et entrer dans les paramètres avancés pour venir affiner le tout. On peut aussi choisir le taux de rafraîchissement entre le mode automatique ou le forcé en 60 ou 120 Hz. Les bordures sont assez fines et on a un ratio corps-écran de 93,4%. C'est pas forcément toujours le cas sur cette gamme de prix, donc c'est toujours agréable d'avoir des bordures assez fines. Et le capteur selfie de 16 mégapixels est quant à lui centré en haut de l'écran. On pourra l'utiliser pour jouer au jeu, faire de la retouche photo, pourquoi pas, vu qu'il couvre 100% de la norme DCI-P3, et tout simplement pour naviguer ou consommer du contenu dans de bonnes conditions. Pour éviter de se fatiguer les yeux, celui-ci a un ajustement PWM de 1920 Hz. Pour la puissance, le téléphone est équipé du Snapdragon 7 Plus Gen 2, un processeur milieu de gamme, c'est d'ailleurs le premier smartphone à en être équipé, et il est dispo en deux versions, 8 Go et 256 Go de stockage, ou 12 Go et 256 Go de stockage en LPDDR5 et UFS 3.1. Il utilise la technologie Liquid Cool 2.0 pour le refroidissement, c'est un smartphone 5G sur les deux SIM, il a du NFC, du Bluetooth 5.3, du Wi-Fi 6E et il fonctionne avec MIUI 14 pour Poco avec Android 13. En termes de mise à jour de sécurité, il propose 2 ans de mise à jour Android et 3 de mise à jour de sécurité de ce que j'ai pu trouver en ligne. Le téléphone est fluide en navigation, les animations fonctionnent bien. Concernant les benchmarks, j'ai obtenu 961 593 sur Antutu, 11 169 sur PCMark, 1651 et 4379 sur Geekbench, 1958 avec un FPS moyen de 11 sur 3D Mark, et enfin j'ai fait aussi le Extreme Stress Test de 10 minutes avec une stabilité de 85%, le téléphone n'est pas non plus très chaud à la fin, donc ça va plutôt bien. On a des benchmarks qui sont intéressants, et ce que j'ai pu voir dans d'autres comparatifs, la version Pro ne faisait pas beaucoup plus avec le Snapdragon 8 Plus Gen 1 en termes de benchmark, mais aussi en jeu où les deux s'en sortent très bien pour jouer dans de bonnes conditions, et même sur Genshin Impact pour tenir le 60 fps et jusqu'à 90 sur Call of Duty Mobile ou PUBG en fonction des paramètres qu'on utilise, donc c'est plutôt un téléphone qui va vous permettre de jouer dans de bonnes conditions. Bien entendu que le modèle Pro sera peut-être un petit peu mieux, il aura aussi un meilleur rafraîchissement a priori, mais en tout cas avec celui-là vous êtes quand même bien parti. Voici maintenant une idée de ce que donne le capteur selfie, donc j'espère que vous m'entendrez correctement. Là aujourd'hui je suis à Aquatis, à Lausanne, donc je vais pouvoir vous faire pas mal de photos et vidéos directement avec le smartphone. Donc pour la caméra selfie on pourra filmer jusqu'en Full HD 60 fps. Comme vous le voyez, ça fonctionne plutôt bien niveau stabilisation, puis je vais pouvoir vous montrer différentes photos de jour comme de nuit. L'avantage d'être dans un parc un petit peu aquatique, c'est qu'il y a différents types de scènes. Comme vous le voyez, ça fonctionne plutôt bien. Et maintenant, on passe sur le capteur principal. Et maintenant, sur le capteur principal, comme vous voyez, la stabilisation fonctionne plutôt bien. On pourra filmer jusqu'en 4K 30 fps, ce qui permet quand même de faire des images de bonne qualité. A priori, en tout cas là, quand il fait jour, vous verrez après d'autres images. J'ai pu filmer les poissons de nuit. Pour la partie photo vidéo, on aura 3 capteurs, le grand angle de 64 mégapixels, un ultra grand angle 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels.
Le capteur principal dispose d'une stabilisation mécanique et de façon générale, les photos prises avec sont bonnes. On n'est pas forcément sur quelque chose d'exceptionnel. Ici, c'est un téléphone qui est censé être polyvalent, on est obligé de faire des concessions. C'est vrai que la partie photo, on va plutôt essayer d'utiliser le capteur principal. On a quand même aussi une stabilisation optique, ce qui est un bon point, notamment pour éviter les flous de bouger. Donc en fonction des situations, on avait des photos qui sont plus ou moins bien réussies, mais de façon générale, ça va, ça permet quand même de faire des bonnes photos, mais on va plutôt utiliser le capteur principal, mais voilà, on n'est pas au niveau d'un flagship non plus. Pour l'audio, comme dit plus tôt, on a une prise jack et de la stéréo. Je sais que pour certains, c'est vraiment un point en plus ce port jack. Et souvent, dès qu'on monte en tarif, on le perd. Donc d'en avoir un sur un modèle milieu de gamme, c'est un bon point. Et je vous mets un exemple tout de suite pour les haut-parleurs qui sont bons. Pas exceptionnels, mais ça permet de suivre sa série, ses vidéos YouTube avec de la stéréo. Pour l'autonomie, le téléphone est équipé d'une batterie de 5000 mAh et d'une charge turbo de 67 watts. J'ai utilisé l'application PCMark pour simuler une utilisation que vous pouvez comparer avec mes autres tests. Et pour faire passer la batterie de 100 à 20%, il lui a fallu 15h20, ce qui est vraiment bien avec le mode automatique. On pourra pratiquement tenir 2 jours en fonction bien sûr de ce qu'on fait. Et pour la recharge, il m'a fallu 46 minutes pour passer de 5 à 100%. Donc là aussi pour moi, tant qu'on reste sous les 1 heure, ça suffit largement. Pour le prix, le Poco F5 est dispo à 429 € en version 8 256 et 479 en version 12 256 sur le site de la marque. Je vous mets les liens en description comme d'habitude pour voir le détail, les éventuelles offres en cours et le reste des caractéristiques techniques. Comme dit en intro, on a aussi un modèle Pro qui est sorti et en résumé, celui-là va avoir en plus un meilleur processeur avec le 8 Plus Gen 1, de la charge sans fil 30 watts et une batterie un peu plus grande, un écran AMOLED 2K, plus de luminosité, meilleur taux d'échantillonnage tactile, avec en plus le lecteur d'empreintes sous l'écran. Le design est différent, la partie photo est a priori la même en termes de capteur, mais on a par contre la possibilité de filmer en 4K 60 et même jusqu'en 8K. Pour le prix, il sera dispo lui entre 530 et 600 € en fonction de la version choisie, donc ça sera en fonction de l'utilité de ces points, en plus qu'on acceptera de mettre ou pas plus d'argent pour ce modèle-là. Dans mon usage, le F5 standard me suffirait, sous réserve que la partie photo profite pas d'une amélioration en plus grâce au processeur plus puissant du modèle Pro. De façon générale, c'est un téléphone agréable à l'usage, il a un bon écran, une bonne autonomie et de bonnes performances pour l'utilisation au quotidien, encore pour pouvoir jouer avec. La partie photo est bonne mais pas forcément exceptionnelle, et c'est plutôt sur ce point que des concessions ont dû être faites, bien entendu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce téléphone dans les commentaires, et on se voit très bientôt.